Je pense que personne n'ignore que les animaux sauvages ne devraient pas vivre en captivité. Ils sont censés rester dans leur habitat naturel habituel et se tenir à l'écart des humains. Mais c'est pas seulement pour leur bien-être psychologique, chez certaines espèces, la captivité peut entraîner de graves problèmes de santé. L'un des exemples les plus frappants, c'est les éléphants. L'évolution a rendu les éléphants grands et lourds, mais elle leur a aussi donné des pieds uniques. La structure particulière des pieds des éléphants leur permet de répartir leur énorme poids. Des coussinets adipeux s'étalent afin de réduire la pression lorsque le pied touche le sol. De larges faux orteils aident aussi à transférer la pression de la semelle vers le reste du membre. Dans leur habitat naturel, ça fonctionne parfaitement. Les éléphants se déplacent beaucoup et ils parcourent de longues distances à la recherche de nourriture. Quand ils marchent sur des rochers, leurs coussinets frottent contre le sol, ce qui les humidifie. Ils restent ainsi élastiques et leur propriétaire peut marcher en toute sécurité. Mais en captivité, c'est autre chose. Des recherches sur des éléphants maintenus dans un habitat semi-naturel ont montré que la pression se répartissait différemment dans leurs pieds. En outre, dans un zoo, au lieu de terre et de pierre, les éléphants doivent marcher sur un sol dur, souvent recouvert de leurs excréments. Ainsi, leurs coussinets adipeux ne sont pas assez hydratés. Ils se fissurent, ce qui ouvre la voie aux infections. Bien sûr, absorber la pression n'est alors plus une priorité. C'est déjà bien si l'animal ne meurt pas d'une infection. Et j'exagère pas. Selon les statistiques, 50% des décès d'éléphants en captivité sont dus à des problèmes de pied. Plus de 80% des éléphants détenus dans des enclos en dur ont des problèmes de pied. L'espérance de vie des éléphants en captivité est inférieure de moitié à celle observée dans la nature. Pourtant, ça devrait être l'inverse, non? Après tout, il n'y a ni prédateurs ni braconniers dans un zoo. Parfois, les choses empirent au point qu'il se forme un abcès sur le pied de l'éléphant. Si vous avez déjà vu un abcès chez l'homme, c'est-à-dire une inflammation purulente des tissus, vous pouvez imaginer ce que ça donne chez l'éléphant. C'est assez horrible. Ces inflammations sont causées par des infections, elles peuvent donc se former sur un pied qui est sujet aux blessures. La méthode de traitement la plus courante consiste à ouvrir et à drainer l'abcès, c'est-à-dire à extraire tout ce qui se trouve à l'intérieur. J'espère vivement que vous n'êtes pas en train de manger, parce que c'est vraiment dégoûtant, mais ça peut sauver la vie de l'éléphant. Bien sûr, pour régler le problème, il faut d'abord l'étudier, et il faudrait ne plus garder d'éléphants en captivité, mais c'est une autre histoire. Plusieurs scientifiques étudient les pattes des éléphants, dont John Hutchinson du Royal Veterinary College de Londres. Malheureusement, les éléphants vivants sont très difficiles à étudier. Ils réagissent mal à l'anesthésie et leurs pieds sont imperméables aux rayons X et aux ultrasons. Le seul moyen est de disséquer des animaux morts. On envoie à Hutchinson les pieds d'éléphants qui sont morts ou qui ont été euthanasiés afin qu'il puisse déterminer la cause du décès. Le plus souvent, c'est lié à des problèmes de pieds, et je pense qu'une personne qui a plus de 60 pieds d'éléphant stockés dans des congélateurs peut être considérée comme une sommité en la matière. Grâce à ses recherches, Hutchinson a découvert que les éléphants marchent sur la pointe des pieds comme les chevaux ou les chiens. Les pattes d'un éléphant ressemblent à des piliers, mais en fait, elles comportent un 6e orteil caché à l'intérieur des coussinets adipeux. Toutefois, il est trop tôt pour tirer des conclusions. Après tout, le scientifique n'a étudié que des éléphants en captivité, et comme je l'ai dit, ils souffrent souvent des pieds. On pense que faire de l'exercice pourrait être bénéfique aux éléphants. Après tout, c'est le manque d'activité qui est à l'origine de ces maladies. C'est pourquoi au zoo de Denver, 5 éléphants participent à un programme appelé Yoga éléphantesque. Et honnêtement, ça a l'air très drôle. Ça fait mal. Oh, ça fait mal. Mais il ne faut pas assimiler ce yoga à un spectacle de cirque où l'on forcerait les animaux à faire des tours. Tous ces exercices sont excellents pour la santé des animaux. Le problème, c'est qu'il est difficile de convaincre les éléphants de faire du sport. Par exemple, au zoo d'Alaska, on essaie d'apprendre à Maggie l'éléphante à utiliser un tapis roulant spécialement conçu. Un tapis qui a coûté 100 000 €, mais jusqu'à présent sans succès, ou presque. Les dresseurs de Maggie ont passé 2 mois à essayer de l'attirer sur le tapis roulant à l'aide de ses friandises préférées. Pour quel résultat ? Eh bien, Maggie a posé 2 pieds sur la machine et elle l'a touché avec le 3e. C'est tout, mais les dresseurs ne baissent pas les bras.
Le concept de tapis roulant semble bizarre à la plupart des animaux. Ça se comprend, on va quelque part tout en restant immobile. Il a fallu respectivement 5 et 8 mois pour entraîner 2 ours polaires à utiliser un tapis roulant. Et beaucoup de patience, et énormément de friandises. Peut-être qu'à ce stade, certains spectateurs sont pas d'accord avec moi, et qu'ils sont même tentés de laisser un commentaire disant « Mais tous les animaux ne se sentent pas mal en captivité ». C'est vrai, certains animaux peuvent se faire à la vie en captivité, surtout s'ils y sont nés. Mais c'est pas si simple. Les chercheurs estiment que le principal indicateur de l'adaptation d'un animal à la vie en captivité est l'étendue de son territoire dans la nature. Plus son territoire naturel est vaste, moins il a de chances de prospérer en captivité. Les éléphants ont donc des problèmes, l'évolution les a pas conçus pour rester au même endroit. Pour la même raison, on conserve peu d'orques en captivité. Pour mémoire, les orques peuvent vivre jusqu'à 80 ans à l'état sauvage, alors qu'en captivité ça tombe à 30 ans. À l'état sauvage, les orques parcourent chaque jour d'énormes distances à la nage car elles doivent manger une grande variété d'aliments et beaucoup se déplacer. Une orque née en captivité voudra faire de même. Elle suivra son instinct tout simplement. Mais où peut-elle aller ? Même le plus grand aquarium n'est pas un océan, et recréer les conditions océaniques est impossible. Mais le plus intéressant, c'est les causes de la mort prématurée des orques. Enfin, personne n'en connaît la raison avec certitude, mais on sait que les orques souffrent de maux de dents. Un quart de toutes les orques captives aux États-Unis ont de graves lésions dentaires. 70% ont au moins des problèmes dentaires modérés. Bien sûr, les dents des orques s'usent aussi dans la nature, mais ça se produit lentement et de manière symétrique. En captivité, les orques usent leurs dents contre les parois de leur bassin, souvent au point de mettre les nerfs à vif. Des infections pénètrent alors à l'intérieur par les zones endommagées, ce qui peut conduire à la mort de l'animal. Et tout ça se produit à cause du stress. D'ailleurs, les attaques des orques contre leurs dresseurs sont aussi la conséquence du stress. C'est des animaux sociaux, et c'est le fait de passer d'une vie en groupe à une vie solitaire qui rend les orques agressives. Les dauphins ont un problème similaire. Ces animaux marins sont également sociaux et ils ne se sentent pas à l'aise en captivité. Ce que vous voyez en ce moment n'est pas un malheureux dauphin extrait de son habitat par la force, je vous rassure. C'est un robot. En 2020, Edge Innovations a présenté ce dauphin animatronique comme une alternative éthique à la baignade avec des cétacés vivants. On sait qu'interagir avec des dauphins a un effet positif sur les humains, alors pourquoi pas faire en sorte que ça profite aussi aux dauphins ? Ce robot dauphin réaliste peut nager jusqu'à 10 heures avant d'être rechargé et il se déplace comme un animal réel. Bien sûr, pour l'instant, il ne s'agit que d'un prototype. Les développeurs affirment que leur technologie permettrait de créer un beluga, une orque ou même un grand requin blanc qui ne peut pas vivre en captivité. Mais vous savez quoi ? C'est pas toujours pour pouvoir les observer qu'on met des animaux en cage. L'Amazone de Porto Rico est une espèce de perroquet en danger critique d'extinction. Avant la colonisation, dans les années 1500, leur population était estimée à 1 million d'individus. Dans les années 1970, il ne restait plus que 13 Amazones à l'état sauvage. Dans un ultime effort pour sauver l'espèce de l'extinction, on a commencé à élever des perroquets en captivité. Et ça a fonctionné. Aujourd'hui, on compte plus de 600 Amazones de Porto Rico. Mais il y a un détail qui cloche. Les perroquets vivant en captivité ont développé leur propre dialecte et ils émettent des sons complètement différents de ceux des perroquets sauvages. Et ça menace la survie de l'espèce entière. Comment les perroquets pourront communiquer entre eux et s'accoupler s'ils ne parlent pas la même langue ? Le plus probable est qu'ils ne se trouveront pas dans la forêt, car ils ne sauront pas où aller. On n'a pas encore résolu le problème. Pourtant, il est assez courant que des animaux apprennent de nouvelles langues en captivité. Par exemple, les gorilles du zoo d'Atlanta ont inventé un son pour attirer l'attention de leurs gardiens. Les animaux ouvrent grand la bouche, puis ils émettent un son à mi-chemin entre la toux et l'éternuement, et ce uniquement lorsque les gardiens du zoo sont là avec de la nourriture. Les gorilles ne font jamais rien de tel dans la nature, ce qui signifie que les primates peuvent inventer de nouveaux sons en captivité. Une femelle orang-outan d'un zoo allemand est allée encore plus loin.
Elle a non seulement inventé de nouveaux sons, mais elle a appris à imiter ceux des humains. Elle est capable d'émettre 2 appels différents ressemblant à la voix humaine. Aucun de ces cris n'a jamais été observé chez des orang-outans auparavant, ce qui signifie que la femelle les a appris des humains. Mais mon exemple préféré de comportement animal en captivité est l'histoire d'un panda appelé Meng Meng du zoo de Berlin. Que ce soit parce qu'elle n'aime pas son régime alimentaire ou les soins prodigués par ses gardiens, Meng Meng se comporte comme une ado rebelle. En fait, elle a à peu près cet âge, elle vient d'atteindre la puberté. Mais même quand on doit gérer un adolescent révolté, on s'attend pas à ce qu'il marche à reculons. Meng Meng marche en effet à reculons. Elle a sans doute remarqué qu'elle attire l'attention des gens lorsqu'elle se déplace ainsi, alors elle s'est entraînée à marcher à reculons pour obtenir des friandises. C'est comme ça qu'on effectue sa crise d'adolescence chez les pandas. Les gardiens ont décidé d'agir comme la plupart des parents. Ils attendent que Meng Meng passe cette phase difficile. Quand ses hormones auront cessé de se déchaîner, ils mettront un mâle dans son enclos et elle pourra alors vivre une vie d'adulte. Ou bien elle apprendra au mâle à marcher à reculons. J'aimerais bien voir ça. Une telle chose ne risque pas d'arriver à des pandas dans la nature, mais vivre dans un zoo peut tout chambouler. Dans la nature, les lions dominent les lionnes, c'est dans l'ordre des choses. C'est la nature qui l'a voulu, que peut-on y faire? Aussi, lorsqu'une lionne a attaqué un lion au zoo d'Indianapolis, avec lequel elle partageait un enclos depuis 8 ans, tout le monde a été très surpris. Et elle s'est pas contentée de l'attaquer, elle l'a tué, et les gardiens n'ont pas pu intervenir. C'était bizarre, non seulement parce qu'il s'agissait d'un couple établi de longue date et qui avait des petits, mais aussi parce qu'il s'agissait d'une attaque frontale. Comme je l'ai déjà dit, les lionnes doivent normalement se regrouper pour faire face à un mâle, sinon elles n'ont aucune chance. Mais apparemment, la captivité a forcé ses prédateurs à inverser les rôles et ça s'est terminé de façon tragique. Je dois maintenant mentionner une info sur laquelle Steve et moi sommes tombés en préparant cette vidéo. Bien sûr, on ne devrait pas maintenir d'animaux en captivité, sauf dans des cas extrêmes lorsque la survie d'une espèce entière en dépend. Mais les hyènes se distinguent des autres animaux. Des scientifiques ont analysé le comportement des hyènes et ils ont découvert que les hyènes en captivité sont meilleures pour résoudre des énigmes. Au cours de plus de 400 essais portant sur 62 hyènes sauvages au Kenya, seuls 9 animaux ont réussi à ouvrir la boîte et à obtenir la friandise. Ça représente 14%. En revanche, quand on a présenté le même puzzle à 19 hyènes en captivité, 14 individus ont été capables de l'ouvrir et tous ont réussi dès leur premier essai. En d'autres termes, 73% des sujets testés ont réussi la tâche. C'est ainsi que fonctionne l'enculturation. L'interaction avec des humains aide les hyènes à développer des capacités cognitives plus élevées. Les hyènes en captivité sont aussi connues pour résoudre des problèmes coopératifs mieux que les chimpanzés. A plus.